Après les lois Avia, sécurité globale, SILT, terrorisme et renseignement, Jeux olympiques ou encore sûreté dans les transports, nous discutons aujourd'hui de la 32e loi contenant des mesures attentatoires aux libertés fondamentales de l'ère Macron. Votre loi, au prétexte de lutter contre le narcotrafic, renforce inutilement le régime de la criminalité organisée, applicable dans des cas toujours plus larges, de plus en plus utilisé pour poursuivre des militants écologistes ou venant en aide aux personnes exilées. Elle s'attaque ensuite à la protection des messageries chiffrées comme Signal ou WhatsApp, dont elle détruit la confidentialité. Elle crée un dossier coffre qui rendra secrètes les pièces d'un dossier détaillant les modalités de l'utilisation des techniques de surveillance lors d'une enquête, empêchant les avocats et les personnes concernées d'en prendre connaissance et par conséquent de déceler de potentielles illégalités. Elle recycle ensuite votre proposition censurée il y a 1 an par le Conseil constitutionnel, autorisant la police à activer à distance les micros et caméras d'ordinateurs et téléphones pour espionner les personnes. Elle élargit la surveillance de masse pour détecter de nouveaux suspects, permise par les boîtes noires de la loi renseignement de 2015. Votre loi porte atteinte au droit à la vie privée, à la liberté d'expression, au droit de la défense et au principe du contradictoire. Messieurs Darmanin et Retailleau, jusqu'où irez-vous? Oui, très rapidement, parce que je ne pense pas avoir eu de questions, mais juste sur la question du RN, je constate d'ailleurs des prises de position un peu contradictoires entre vous sur l'efficacité de regrouper ou pas les détenus selon leur dangerosité, dont acte. Peut-être vous dire que je regrette les propos que vous avez tenus sur le travail de nos agents pénitentiaires. J'ai noté le champ lexical, laxisme, passoire, tout circule sans problème. Bon, les agents pénitentiaires qui font un travail vraiment important, que vous n'avez pas souligné, c'est un peu dommage d'ailleurs de pas souligner leur travail, leur courage. Surtout, ils ont perdu de leurs camarades dans la Carville. Ça mériterait un petit peu plus d'union nationale, pour un mot que vous comprenez normalement. Et vous n'êtes pas au rendez-vous de cette union nationale, alors que je constate que les sénateurs du RN du Sénat ont soutenu et souligné l'importance de ce texte et l'efficacité de ces mesures, les saluant d'ailleurs de leurs souhaits. Donc j'espère que dans le débat que nous aurons, ce ne sera pas un débat politicien comme malheureusement on vient d'avoir, mais ce sera un débat de soutien pour les agents pénitentiaires qui aujourd'hui doivent être un peu blessés de vos prises de position. Il ne suffit pas de leur apporter des chocolats pour le jour de Nouvel An, comme j'ai pu le voir dans les remontées de visites pénitentiaires, c'est aussi les soutenir quand on est en débat public et qu'on a devant soi à prendre ses responsabilités. Et là, je voudrais simplement dire à M. Gillet que quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais écrit à tous les maires du Rassemblement national pour qu'ils puissent nous offrir un terrain pour construire des centres de rétention administratifs. Et vous savez quoi, il n'y en a aucun qui m'a répondu positivement. Même j'ai même une lettre de maire de Fréjus m'expliquant que le centre de rétention administrative ne devait pas se faire chez nous. Alors moi, je veux dire, j'ai regardé un petit peu dans les places de prison, parce que c'est une question que vous posez, évidemment. Le plan sera construit, encore faut-il qu'il ne faut pas faire tomber les gouvernements dans ces cas-là pour que les travaux puissent quand même avancer, mais ils vont évidemment continuer, puisque 6500 places ont été construites par mes prédécesseurs, et j'aurai l'occasion le mois prochain de pouvoir dire qu'effectivement, nous tiendrons la construction des places de prison. On manque de terrain. Alors vous connaissez notamment à Hénin-Beaumont, et on a écrit 2 fois monsieur le maire, mais je ne pense pas avoir eu de réponse sur des terrains possibles pour construire une place de prison. On a monsieur le maire de Fréjus, si vous le connaissez, n'hésitez pas à leur dire qu'on peut être croyant et pratiquant, c'est-à-dire aussi nous adresser des terrains pour construire des places de prison. Donc voilà, si vous connaissez des maires du Rassemblement national qui veulent construire des prisons, voilà, on est très heureux de pouvoir avoir ces terrains, puisque... Non, mais c'est important. C'est important que vos électeurs entendent aussi une chose, mais c'est pas très grave, on a le droit d'en discuter. C'est difficile d'obtenir une place des constructions de places de prison, on est bien d'accord, mais maintenant vous êtes en responsabilité, on aimerait que les élus du Rassemblement national nous proposent aussi, au moins une fois, peut-être une ville, nous propose un lieu pour construire une prison. Parce que c'est comme d'habitude, vous le dites ici à Paris, et vous ne le faites pas, d'ailleurs je constate que les débats qui sont évoqués tout à l'heure, Mme Leroux l'a évoqué, le fait que vous vouliez priver nos enquêteurs et nos magistrats de moyens pour lutter contre les messages cryptés, c'est le même débat qu'on a eu sur le séparatisme. Il faut lutter contre l'islamisme radical, et à la fin, vous n'avez pas voté la loi séparatisme. On aura l'occasion de voir à la fin qui votera quel texte et quelle disposition de texte pour protéger les Français. Je commence par la corruption. Le rapport de la mission d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants que j'ai mené durant 1 an et demi souligne cet enjeu central. Il insiste sur la question de la formation obligatoire pour comprendre les mécanismes corruptifs et s'en protéger. Que dit votre PPL sur la formation? Presque rien, elle est inefficace. Sur la question du blanchiment, vous êtes en dessous de la main, vous proposez des saisies administratives de petits commerces qui sont arbitraires et inefficaces pour lutter contre le haut du spectre.
Sur ce sujet, mon déplacement au parquet de Paris était stupéfiant. J'y ai découvert que les personnes censées lutter contre le blanchiment n'ont même pas de logiciel pour le faire. Vous voulez lutter contre les capitalistes de la drogue en les tapant au portefeuille, acheter des logiciels à ceux dont c'est le travail. Votre logique, c'est de jouer les gros bras, mais jamais de mettre les moyens où il faut. Par exemple, avec la création du parquet national anticriminalité organisée, vous faites de la com, vous le ferez à moyens constants, vous allez donc prendre des moyens aux juridictions interrégionales spécialisées pour les confier à ce parquet. Mais ces juridictions ont d'autres fonctions que la seule lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment la lutte contre la fraude fiscale. Avec cette nouvelle organisation, vous allez donc affaiblir la lutte contre la fraude fiscale, vous allez déshabiller Paul sans habiller Jacques, c'est plus qu'inefficace, c'est contre-productif. Votre logique est celle d'un élargissement des moyens techniques au mépris du respect des droits, sans augmenter les moyens humains. Cela est vrai dans la justice comme dans la sûreté. Cette logique, on la retrouve avec votre volonté d'activer à distance les téléphones pour écouter ceux que vous suspectez d'être des criminels. Et peu vous importe que des individus sans rapport avec le trafic puissent être écoutés eux aussi. Cette logique, on la retrouve aussi avec votre volonté d'obliger les fournisseurs de messagerie à mettre des backdoors pour que les services de renseignement puissent accéder aux données. Peu vous importe, premièrement, que ce soit irrespectueux des libertés, deuxièmement, que ce soit d'un ridicule absolu. Car justement, ce qu'ont montré les dossiers EncroChat et SkyECC, c'est que les criminels utilisent des logiciels dont ils sont persuadés qu'ils sont sécurisés et impénétrables. Bravo les champions. Avec cette mesure, vous allez donc indiquer aux criminels quel logiciel ne pas utiliser sous peine d'être écoutés d'office. Vous voulez attraper des grands criminels? Faites comme la gendarmerie avec EncroChat, enquêtez, déchiffrez, agissez. Alors, est-ce qu'on retire des moyens au GIRS, comme j'ai entendu de la part de M. Léaumont, et donc tout ça ferait une forme d'opération somme nulle? La réponse est non. M. Léaumont n'a pas tout à fait suivi, d'une part, mon explication liminaire, mais surtout le débat que nous avons eu au Sénat. Non, je ne le crois pas, puisque ce qui est prévu, c'est que la Ginalco, pour une partie de la Ginalco, évidemment, devienne Sepnaco, ce qui est d'ailleurs normal et classique. La question est de savoir si d'ailleurs on y met la section J3 cyber que j'évoquais tout à l'heure en propos liminaire, mais que par ailleurs, il n'y aura pas de magistrat des GIRS dans chacune de nos régions qui partira au PNACO. Nous créons bien des postes supplémentaires pour ce PNACO, des postes de greffier, des postes d'assistant de justice et évidemment des postes de magistrats. Monsieur le Mandaire, pour continuer à répondre à votre question sur la corruption, il n'y a pas de disposition sur ce point dans le texte de loi. Vous avez parfaitement raison, parce que l'une des mesures de corruption que personnellement je vais prendre dans mon ministère ne relève pas du pouvoir législatif, mais relève du pouvoir réglementaire et de l'action du ministre de la Justice. Je pense notamment aux habilitations, puisque je me suis aperçu, en arrivant au ministère de la Justice, après 4 ans et demi au ministère de l'Intérieur et 3 ans et demi au ministère des Comptes Publics, 2 ministères qui sont habitués au secret et à l'habilitation de ces agents au secret. On pense évidemment au sujet qui touche au secret, qui touche le secret fiscal, mais aussi au secret qui touche le secret des communications ou la lutte contre le terrorisme, ou même les questions de criminalité organisée. Il n'y a quasiment pas de notes classifiées au ministère de la Justice, et aucun de ces agents dans la criminalité organisée n'est habilité. Alors qu'on sait bien que la corruption naît de 3 types de choses, comme le dit très expressément nos doctrines de renseignement. D'abord, la frustration, qui est la première raison pour laquelle les gens trahissent l'engagement de service public. La deuxième, c'est l'argent. Voilà. Et le troisième, c'est l'ensemble des addictions, et notamment des addictions qui relèveraient d'ailleurs des stupéfiants ou des addictions sexuelles. Sur la question de l'argent et de la frustration, notamment, mais c'est valable évidemment pour le troisième point, comment la République se prémunit de ça pour des agents qui luttent contre les ingérences étrangères, contre le terrorisme, contre les difficultés autour de la somme d'argent proposée par ceux qui ne veulent pas avoir de contrôle les uns et les autres. Il y a des habilitations faites, notamment par la DGSI, mais ce n'est pas évidemment que le cas de la DGSI, pour savoir si, par exemple, l'agent pénitentiaire est en surendettement. Quand un agent pénitentiaire est en surendettement personnel et qu'il est en contact dans une prison avec des gens qui ont une surface financière très élevée et qui, pour quelques dizaines de milliers d'euros, leur proposent de rentrer un téléphone portable, nous mettons nous-mêmes en risque notre propre agent. Lorsque cet agent, par le fait de sa vie, que ce soit un magistrat, un greffier, un agent pénitentiaire, mais ça vaut évidemment pour les services de police et pour tout autre service, a une fragilité ou ment à son administration lors de l'habilitation, évidemment, nous détruisent. Hugo Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur et Monsieur le ministre chargé de l'antenne du ministère de l'Intérieur à Vendôme, pardon. Ma question sera très simple, c'est la question des moyens. Non, Monsieur le ministre, vous n'avez pas fait la démonstration qu'il n'y avait pas eu de baisse de moyens de 5000 agents, en fait, en police judiciaire sur le budget 2025, parce que ces agents, en plus,
on les retrouve pour 2300 en partie sur l'ordre public et 2500 sur la sécurité publique, sur 2 autres missions. Et le total d'agents, il est bien conforme. Donc soit les chiffres sont complètement faux dans tous les domaines, soit vous n'avez toujours pas fourni les explications. Et pour cause, c'est la réforme de votre voisin qui vous met en difficulté pour lutter contre le narcotrafic. On y reviendra dans une mission d'information prochainement. Et malheureusement, ce qu'on avait pressenti est en train d'arriver. Et puis, quand on voit les logiciels qui ne sont pas mis au goût du jour, je parle de Scribe XPN notamment, on se dit que vraiment, ce texte de loi, il est là pour faire de la communication et ne pas régler les problèmes. Donc on aimerait bien avoir une explication argumentée sur les moyens de police judiciaire dans notre pays.